avouez que vous n'y avez pas cru. Parce que même moi, j'ai de la peine à le croire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et je vous retrouve aujourd'hui pour une aiguille à papote. La tant attendue aiguille à papote. Aussi bien par vous que par moi, d'ailleurs, parce que j'ai énormément de plaisir à tourner ces vidéos. Alors il faut que je sois dans le mood, c'est pour ça que ça prend parfois un peu de temps, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Mais là, c'est le moment. Alors, pour les gens qui seraient nouveaux sur cette chaîne, et je les en remercie, pour les gens qui ont vu la lumière et qui sont entrés, venez, je vous remercie aussi. Qu'est-ce qu'une aiguille à papote? Donc une aiguille à papote, c'est de la broderie, pas en direct, mais vous allez me voir broder, donc la caméra va être braquée sur mes mains, et c'est du papotage. Du papotage autour de mes réflexions, de ce que je peux penser, de mon humeur du moment, de ce que je peux penser, de ce qui se passe autour de moi, et puis autour de mes lectures. Alors, ce ne sont pas des chroniques littéraires, parce qu'effectivement, je vous fais un bref résumé de ce qui se passe dans le bouquin, et en allant un peu plus loin qu'une quatrième de couverture, mais en n'allant pas trop loin pour pas vous spoiler ce qui se passe. Mais c'est surtout aussi ce que cette lecture a déclenché chez moi. Et ça peut être qu'est-ce qui m'a attiré sur ce livre. Et puis alors il y a des fois, aller vers un livre, c'est une aventure. Enfin bon, bref, voilà, j'en dis déjà trop dès le départ. Et c'est surtout, oui, les réflexions qu'engendrent ces lectures. Donc voilà. Donc c'est matière à discussion, souvent longue. Donc installez-vous confortablement. Mettez-vous en tenue décontractée, mode pilou-pilou, comme on dit chez moi. Un bon fauteuil, un canapé, un plaid, une boisson chaude, un gâteau, plusieurs gâteaux peut-être. Parce que ça dure généralement un petit peu longtemps. Je sais que certaines personnes sont friands de ce genre de vidéos un peu longues. Moi-même, elle m'accompagne souvent pendant que je brode. Après, on peut la regarder en plusieurs fois. En fait, vous faites comme vous voulez. Ambiance, club de broderie ou club de loisirs créatifs. Voilà. On se réunit tous. Vous savez, comme dans l'ancien temps, quand on se réunissait tous, une petite association qui fait du loisir créatif, un après-midi, on prévoit des boissons, etc. Et on se met tous autour d'une table et on travaille tous notre ouvrage, que ce soit le même ou qu'il soit différent, et on papote. Voilà, c'est cette ambiance-là que je veux créer ici. Bien, alors, dans ce petit préambule, vous avez vu que je suis accompagnée d'une bestiole. J'aime bien les bestioles. J'en ai mis à mes oreilles aussi, des bestioles. Voilà. Elle a une petite histoire, cette petite bestiole. Je vous la raconterai peut-être. Donc, sur quoi je vais broder? Vous l'avez certainement vu sur la miniature. Je vais broder devant vous sur le patron de Cuore Batik Cuore, la Notte di Natale. Je vais vous faire, avant de m'installer pour broder, je vais vous faire une petite séquence où je vais vous présenter comme il faut la toile, le patron, les caractéristiques, on va dire, techniques de ce patron-là.
je vous représente plus Courez, Bati Courez. Voilà. Enfin, si, je vais vous en parler en long, en large et en travers, mais ouais, c'est magique dans cette période. Et puis, alors, je vais vous faire passer brièvement là les livres autour desquels on va parler. Il y en a 4. C'est pas des lectures récentes, mais c'est des lectures qui m'ont marqué, qui m'ont accompagnée dans des moments qui n'étaient pas faciles. Il y a certaines lectures qui sont... Il y a une lecture qui pose beaucoup de questions, qui n'est pas forcément facile non plus. Mais voilà, c'est des choses dont je vais me souvenir. Donc j'aimerais vous transmettre un peu ça. Alors, ce que je vais faire là, c'est que, parce que quand je vais être installée avec mon métier à broder sur les genoux, ça va peut-être être compliqué de faire passer les livres. J'essaierai, mais je suis pas sûre qu'ils passent bien dans la caméra. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous les présenter un par un, et puis je vais mettre un petit peu la 4e de couverture pour que vous ayez le temps, si vous en avez envie, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas intéressés par les livres et qui lisent pas, mais c'est pas grave. Si vous en avez envie de voir l'histoire. Alors, le premier, alors je vous les présenterai peut-être pas dans cet ordre-là, hein, mais donc j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. C'est un poche aux éditions Pocket. Il est paru au départ chez Pocket Jeunesse et c'est un roman pour la jeunesse qui peut être lu par des adolescents et des adolescentes, mais qui aborde des thèmes qui... Voilà. Je vous mets la 4e. Je vous la mets 5 secondes, voilà. Ensuite, alors c'est des livres que vous avez, celui-là peut-être pas, mais c'est des livres après que vous avez, certes, si vous lisez, vous les avez vus passer. Mais voilà. Ensuite, il y a Tenir debout, le dernier Mélissa d'Acosta. Donc, je vous mets la 4e aussi. J'essaye de vous la... J'espère que ça va être net, de ne pas trembler. Voilà. Il y a le merveilleux Tata de Valérie Perrin. Hop. Et je vous mets la 4e. Hop. Et puis, il y a le 2e roman de Gaël Faye, Jacaranda. Et ça, c'est une lecture un peu différente des autres, mais ça ouvre beaucoup de questions. Hein. Hop, et donc, je vous mets la 4e ici. Je laisse un petit peu le temps que vous puissiez... J'aurais peut-être fallu que je me rapproche. Non, en zoomant, je pense que ça devrait aller. Voilà. Bien. Alors, j'espère que les couvertures ont été... J'aurais dû peut-être faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra directement sur le métier à broder et sur le modèle de Cooré et Batu Cooré. Je vais vous donner quelques références, on va dire, techniques. Et puis après, j'irai m'installer et je commencerai à broder et on papotera. Voilà. Bon, hein, ça fait déjà presque 10 minutes. C'était la partie la plus courte. Il va falloir des gâteaux, hein. Et oui, à tout de suite. Alors, donc, la notée di Natale de Cooré et Bati Cooré. Donc, Cooré et Bati Cooré, c'est
c'est la marque d'une créatrice italienne qui s'appelle Carolina Primi. Vous pouvez retrouver ces patrons sur différentes boutiques. Vous avez Univers Broderie, vous avez De Mère en Fille, elle a une boutique Etsy aussi, où elle propose des patrons papier, comme j'ai là, et puis des formats PDF aussi. Mais il me semble qu'il faut lui demander d'envoyer les formats PDF. Je sais pas, moi j'utilise beaucoup les patrons papier. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit passer un petit peu partout parce que c'est des patrons qui sont évidemment magnifiques. Ce patron-là, donc voilà, ça arrive sous la forme d'un petit livret. Vous avez la photo du truc là, l'image de la broderie terminée. Vous avez les quelques instructions au dos. À l'intérieur, vous avez... Alors, attendez. Le patron étant... Vous avez une fiche d'instruction. Comme ça. Voilà. En italien, en anglais et en français. Et puis, vous avez le patron sur plusieurs pages. Alors, évidemment, le patron, je ne peux pas vous le montrer. Mais est-ce que je peux vous en montrer un petit bout quand même je voudrais vous montrer la qualité. Voilà. La qualité du patron. Un patron extrêmement clair, avec des symboles et des couleurs, suffisamment gros. C'est très très agréable à travailler. Je le dis 12 fois par vidéo, ça, hein, mais c'est pas grave. Alors, donc, le motif fait 280 points sur 280 points de large sur 180 points de haut. C'est pas un petit motif, hein. C'est de la couverture partielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais que de la couverture partielle, par choix. J'adore voir la toile entre les différents motifs ou autour du motif pour les Mirabilia, par exemple. J'adore voir la toile. Enfin, il me faut un bout de toile qui reste. Voilà, c'est comme ça, c'est une de mes marottes. Donc voilà, donc c'est de la couverture partielle. Mais c'est quand même des beaux motifs. Alors, la toile que j'utilise là, c'est la toile qui est préconisée. Hein. C'est une toile de lin de chez Zweigart, Édimbourg. Donc, de l'Édimbourg, c'est du 14 fils par centimètre. Coloris gris perle. Je la brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, ce qui va me faire un motif de 40 cm de large sur 26 cm de haut. J'ai utilisé un coupon que j'avais acheté sur Univers Broderie. Le patron, je l'ai eu sur Univers Broderie aussi, je pense. Hein. Un coupon de 70 cm de large et 45 à 50 cm de haut. J'ai pas coupé, je vais avoir des chutes. Je sais que Julia est très friande des petites chutes de tissu parce qu'elle fait des petits motifs. Voilà. Après, d'ici que je l'ai fini et que je le recoupe pour le mettre en valeur, il est facile de dire que ce ne sera pas cette année, puisque l'année finit dans un peu moins de 20 jours maintenant. Non, 25 jours maintenant. Voilà. Mais voilà, ça ne va pas être tout de suite. J'utilise des fils DMC, couleur pleine. On a 10 couleurs. On a uniquement 10 couleurs. Les patrons de Corée, Batik Corée, il n'y a pas pléthore de couleurs. Mais voilà, 10 couleurs DMC. Et alors, nous avons du point de croix en croix pleine. Donc, les fils DMC, c'est des couleurs pleines. Il n'y a pas de fil variation. Donc, on a du point de croix en croix pleine, du point arrière et un petit peu de point lancé.
Parce que vous voyez, là par exemple, le fil qui tient la couronne, je l'ai brodé en point arrière strict. Par contre, les flocons comme ça, là j'ai fait du point lancé. C'est plus joli, je trouve. Hein, les boucles, voilà, c'est pas du point arrière strict. J'ai fait un petit peu à ma sauce point lancé. L'avantage sur ces patrons-là, c'est que 10 couleurs, on peut modifier une ou deux couleurs. Enfin, je veux dire, Julia adapte beaucoup les couleurs en fonction de ses goûts, etc. Elle fait des choses très jolies. Voilà, moi pour le moment, sur Kuore Batik Kuore, j'ai rien modifié du tout. Quand est-ce que je l'ai débuté? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est en 2022 ou en 2023 que j'ai commencé ce patron-là. Je ne sais plus. Je sais plus. Et donc là, donc vous voyez par rapport à la photo, donc vous voyez pas le haut là parce que c'est pris sous les petits arceaux de maintien du métier à broder. Mais sur la photo, voilà, ça, là c'est brodé ça aussi. Donc j'en suis là. J'ai pas fait les étoiles et j'en suis au niveau des petits lutins là, ou des petits gnomes. Voilà. Donc, je me suis arrangée, comme vous le voyez, pour m'aménager des zones de remplissage. Donc, qui sont là avec du rouge, là avec du rouge, et là avec une autre sorte de rouge, ici, là. Comme ça, je vais pouvoir broder avec vous. Je n'ai pas à suivre le patron, puisqu'il faut juste que je remplisse les trous, voilà. Et je vais pouvoir papoter, et repapoter. Alors, je vais m'installer sur mon canapé. Je vais être bien confortable, le dos bien calé. Et donc ça, il est monté sur mon métier à broder c'est pareil, lui, je l'ai depuis 2 ans, mais je ne m'en sers régulièrement que depuis quelques mois parce qu'en fait, je m'en servais pas bien. J'avais pas bien appréhendé les choses. Et là, je prends vachement de plaisir à, une fois la technique prise, une main au-dessus, une main en dessous. Effectivement, c'est un autre confort de travail. Et pour ces patrons où si on s'organise bien, on peut se faire des zones de remplissage devant la télé, etc. C'est vraiment idéal. Alors, la tension, est-ce que vous allez voir? Oui, là. Vous voyez, ça, c'est les systèmes de maintien. Bon, j'ai mis un tissu, là, un bout de tissu, pour protéger la toile. Parce que quand même, une fois qu'elle est installée sur le métier, je la laisse pour un petit moment, parce que c'est quand même, pour pouvoir l'installer bien droit, etc., il faut quand même une petite paire de minutes. C'est pas un tambour, hein, ça s'installe moins rapidement qu'un tambour. Donc ces systèmes d'accroche assurent la tension, on va dire verticale. Et alors, j'ai trouvé des petits systèmes de tendeurs aimantés. Hop, attendez, voilà, où est-ce qu'ils sont? Là. Pour pouvoir replier ma toile et pas être gênée pendant la broderie. Et puis, donc c'est des aimants quand même un peu puissants. Et donc quand j'en mets de chaque côté, je vais les installer puis après je vous montre, voilà. Quand j'en mets de chaque côté, ça assure la tension horizontale. C'est vraiment pas mal ça, hein, c'est vraiment pas mal. C'est un métier qui, alors moi je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est un métier qui tourne à 360 parce que j'aime bien commencer un point sur le devant, mais pour arrêter mes points, c'est systématiquement à l'arrière de la toile. Donc il me fallait un métier qui fasse une rotation 360. Celui-là, il est impeccable. Donc en fait, j'habille chaque côté de ma toile. Voilà. Je me mets confortablement comme ça. Je me dispose mes petits aimants. Généralement, j'en mets 2 comme ça, là, pour que ce soit bien tondu. Et puis celui-là, un aimant, je cale le patron au-dessus, quand j'en ai besoin. Là, je ne vais pas en avoir besoin puisque c'est que du remplissage. Donc voilà.
eh bien c'est tout pour les détails un peu techniques. Je vais maintenant m'installer avec le métier à broder sur le canapé. Je vais installer la caméra pour que vous soyez bien focus sur mes mains. Et puis on va commencer à broder et à papoter ensemble. À tout de suite. Alors, nous voici installés. J'ai mis un petit peu de temps parce que mon téléphone donne des signes de faiblesse, on va dire ça comme ça. Donc, au lieu de... J'ai déchargé les premiers rushs que j'ai fait là, histoire de ne pas être coupé au milieu par manque d'espace de stockage. Après, il va falloir quand même que je fasse attention. Peut-être que je vais couper en deux. Enfin bon, bref. Donc, me voilà installée. J'espère que vous êtes bien installés. Et on va commencer à broder et à papoter. Donc là, je suis en train de broder la couleur 3801 de chez DMC. C'est un rouge orangé, je dirais. C'est très joli. Alors, vous savez, oui, moi, je fonctionne, toutes mes bobinettes, toutes mes échevettes sont bobinées sur des bobinettes dans des boîtes et je me fais des cartonnettes artisanales en attendant de craquer sur les tire-fils de Sonia où à chaque fois que j'ai besoin d'une longueur de fil, je vais dans ma boîte, etc. Ce qui fait que j'ai pas d'échevette, j'ai pas de bobinette dans chaque pochette projet. C'est ce que j'ai trouvé de plus judicieux en termes d'organisation. Mais ça, c'est moi. Donc là, je commence par faire quelques points, me lancer, comme on dit. Donc j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous avez une boisson chaude. Enfin bon, voilà. Ça risque de durer un peu, hein. Évidemment. Évidemment, j'ai plein de choses à vous dire. Évidemment, j'avais dit que je prendrais des notes pour ne rien oublier, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de me souvenir de tout ce à quoi j'ai pensé. Ça ne va pas forcément être simple. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Voilà. J'aurais dû le faire en face caméra d'ailleurs, ça aurait été plus sympathique. Mais je voudrais vous remercier pour vos témoignages de... Voilà, ma vidéo de retour, la sympathie qui se dégage de ça, et la bienveillance, c'est assez incroyable. Je sais que vous avez toujours été là. Et ça fait vraiment chaud au cœur, en particulier dans les périodes un peu difficiles. J'ai relu tous vos commentaires de la vidéo d'il y a 5 mois maintenant, 6 mois. Oui, c'était en juin. Je l'ai re-regardé hier pour non, c'est pas celle-là que j'ai regardé. Enfin bon, bref, c'était en juin, il me semble, l'avant-dernière vidéo. Donc j'ai relu tous vos commentaires la semaine passée. J'ai uniquement mis des likes. C'est pas mon habitude. D'habitude, je mets un petit mot à chacun. Là, je dois vous dire que il y en avait beaucoup entre l'avant-dernière vidéo et la dernière vidéo. Donc, j'ai seulement mis des likes et j'ai parfois été prise par l'émotion. Je dois vous l'avouer. J'ai répondu aux questions s'il y avait des questions qui m'étaient posées avec beaucoup de retard et je m'en excuse. Mais je pense que je vais voilà, répondre de nouveau à vos commentaires
en mettant un petit mot à chacun. Sophie en parle très bien de ça. Vous pouvez pas vous imaginer comment c'est gratifiant et réconfortant d'avoir des commentaires. C'est un truc de malade, ça. Hein. C'est vraiment... et il y a des fois, c'est émotionnel, quoi. C'est vraiment... ça prend aux tripes. Donc voilà. Donc là, je pense, oui, que je vais... je vais prendre le temps de mettre un petit mot à chacun. Alors après, il y a des fois, il y en a beaucoup et c'est difficile. Hein. Sophie en parlait dans sa dernière vidéo. Voilà, c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps parce que ben, on veut que c'est pas des réponses bateaux, c'est enfin voilà, c'est pas des réponses, on veut pas des réponses bateaux, on veut et c'est du temps, ouais, c'est beaucoup de temps. Mais bon, sachez que voilà, tous vos commentaires sont lus et appréciés quoi. Hein. Même, je pense aussi à la communauté silencieuse, hein, la majorité silencieuse. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Et honnêtement, ça fait du bien, quoi. Alors, pour faire court, je vais vous dire que en ce moment, je ne travaille pas. Je n'ai plus d'activité professionnelle depuis début octobre. Ça a été brutal. C'est un dommage collatéral de mon état de santé et des séquelles de ce qui m'est arrivé, hein, de ce qui m'est arrivé il y a, eh ben, ça va faire 5 ans maintenant. Alors, pas d'inquiétude, mon état de santé ne se dégrade pas, mais voilà, il y a des problèmes de fatigabilité, de fatigabilité et de douleurs musculaires et articulaires, plus le fait que, eh bien, ma foi, dans un peu plus de 15 jours maintenant, ben, je vais avoir 53 ans. Il faut prendre en compte ça, hein, voilà. Donc, qui fait que pour le moment, je ne travaille plus. C'est pas une décision que j'ai prise moi-même, donc ça a été compliqué. Oh, j'ai eu peur. Ah non. J'ai cru que la caméra s'était coupée. Donc oui, je disais, c'est pas c'est pas une décision que j'ai prise moi-même, donc ça a été un peu compliqué. Ça a été brutal. Mais avec un maigre recul, puisque là on a 2 mois de recul, on va dire que je commence à en tirer le bénéfice uniquement maintenant. Voilà. Voilà. Mon idée, c'est pas de ne pas reprendre une activité professionnelle. Hein, on a tous les mêmes, j'allais dire, contingences, n'est-ce pas? Je suis encore un peu loin de la retraite. Vous voyez, si j'avais 10 ans de plus, je
crois que je me poserai même pas la question. Je crois que je me dirais, oh, il me reste 2-3 années, tant pis, voilà. Au vu de ma situation personnelle, hein, évidemment, hein, tout le monde, voilà. Mais là, bon, il me reste 10 à, ouais, enfin, une petite quinzaine d'années, quoi, quand même, hein. Donc voilà. Donc c'est pas, l'idée n'étant pas voilà, d'arrêter de travailler, mais là, de faire une pause un peu conséquente, ou pas, je sais pas, voilà. Hors, hors arrêt maladie, hors, parce qu'il ne s'agit pas de ça, hein. Là, c'est... Donc voilà. Donc, évidemment, une grosse remise en question, forcément. Et donc, du coup, d'où mon absence, ces derniers mois. Mais je sens que l'envie de broder revient en force. L'envie de partager avec vous revient en force. Les idées de faire des vidéos reviennent en force. Donc on va y aller mollo, comme on dit, hein. On va pas se précipiter. Et j'allais vous dire, même si je me précipite et que ça tient pas, et alors? Vous voyez, moi j'ai toujours envie ou de faire des choses un peu pérennes, mais quitte à me brimer de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, ouais, mais si je recommence les vidéos et qu'après je peux pas tenir le rythme, à quoi ça sert de recommencer les vidéos, etc. Mais en fait, non. En fait, non, ce qui est pris est pris. Voilà, le bonheur, le plaisir qu'on prend là, à partager là maintenant tout de suite, eh ben ma foi, c'est pris. Et puis faire des projets, avoir des objectifs, c'est quand même une façon d'avancer et de progresser et voilà. Donc là, vous voyez, vous voyez enfin, vous avez toujours vu qu'une main, mais là, vous voyez ma main gauche. Donc j'ai une main au-dessus, une main en dessous. Donc la main qui est au-dessus, c'est pas ma main directrice, c'est ma main la plus faible. Ma main qui est en dessous, c'est ma main directrice, c'est ma main droite. Et effectivement, bon là c'est simple, hein, parce que je vous disais, c'est du remplissage, donc j'ai pas à compter. Mais c'est quand même... c'est quand même un confort de travail, hein, d'avoir... Alors là, je vais vous dire, je suis installée, mais comme un coq en pâte, hein. Alors vous verrez pas parce que je peux pas mettre la caméra plus haut. Puis j'ai déjà mis 20 minutes à régler le bazar, donc je vais pas tout défaire. Mais en gros, je suis sur la méridienne de mon canapé, donc jambes étendues, le métier à broder à portée, la lampe qui va bien, qui éclaire tout ça. Et face à moi, j'ai mis en sourdine un petit paysage avec un feu de cheminée, l'intérieur d'une cabane avec un paysage enneigé. Là, je suis en train de boire une gorgée de café au lait. J'ai prévu ma bouteille d'eau parce que j'ai prévu d'avoir soif. Donc vraiment, et alors là, les après-midi comme ça, enfin les jours, enfin oui, je me limite à l'après-midi parce que
je serais capable de broder. Et puis ça, le soir, devant la télé, là, si on s'organise bien, enfin, j'avance bien. Moi qui ne brodais pas le soir, c'est vrai ça. Longtemps, j'ai brodé, il me fallait de la lumière du jour extérieur pour broder. Même si j'avais besoin de ma lampe par-dessus, hein, mais... et là, ma foi, ben, je brode le soir. On met une série souvent. Alors, voilà, je suis pas trop la série, hein. Sauf quand j'ai du remplissage comme ça à faire, hein. Ça c'est... Mon esprit peut être... mais quand il faut que je compte un petit peu, c'est plus compliqué. Donc ça dépend en fait. Je dis à mon homme, en fait ça dépend de ce que j'ai à faire. Si, si je lui dis, bah écoute, mets ce que tu veux, donc là il sait que il va pouvoir choisir une série dans le genre qu'il affectionne plus et qui moi m'intéresse pas forcément parce qu'il sait très bien que je vais être occupée à mon brodinage, comme il dit. Donc voilà. Donc ouais, vous dire que c'est le top de l'installation. Hop. Voilà. Alors, en termes, donc, si on continue donc sur la notion de projet, sur la notion d'envie de faire des choses, sans trop se poser de questions et sans trop, avec évidemment l'envie que ça dure, mais peut-être pas. Et alors, donc je me disais que là, j'avais envie de vous faire en fait 2 vidéos par mois. Bah parce que même si pour le moment je travaille plus... Ah, j'ai perdu mon fil. Oui, 2 vidéos par mois, car même si pour le moment je travaille plus, l'idée c'est quand même que voilà, je fais quand même des recherches, je postule, enfin j'ai des entretiens, enfin voilà, que faire des vidéos ça prend du temps. Tourner les vidéos, ça prend du temps. Monter les vidéos, alors moi je fais pas beaucoup de montage, hein, mais les mettre en ligne, ça prend du temps. Et puis voilà quoi. Et puis il faut du temps pour broder. Voilà. Donc 2 vidéos par mois, donc qui seraient un floss tube, on va dire mensuel. Où je vous montrerai effectivement ce sur quoi j'ai brodé, ce sur quoi j'ai avancé, mais aussi mes projets. Ah ça m'énerve. C'est du 14 CT, c'est du 14 CT, n'importe quoi. C'est du 14 fils par centimètre, c'est de l'Édimbourg, donc l'aiguille est fine. Donc pour rentrer, j'ai plus de, je sais pas ce que j'ai fait de mes, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes enfils aiguilles. Oui, alors, donc une vidéo floss tube, donc les avancées, les projets pour la fois d'après, pour la période d'après, les achats, parce que oui, ça comment dirais-je que ça commence à me titiller et que je me suis créé des comptes sur plusieurs boutiques et que ma wishlist grandit et que je vais finir par craquer.
c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, là, je fais main dessus, main dessous parce qu'il ne reste plus beaucoup de fils. Et je suis quand même pas à droite avec la main gauche comme je le suis avec la main droite. Voilà. Tac. Bon, ça, je le rentrerai sur l'arrière, mais je le ferai après. Je le ferai hors caméra parce que là, il va falloir que je... Là, je vais commencer une nouvelle aiguille. Oui, voilà. Donc, une vidéo de tout ça. Et puis, une deuxième vidéo, une fois par mois aussi, une aiguille à papote, en fait. Donc, les deux séparés idéalement de 15 jours, pour pas que vous... Voilà. Donc, une fois par mois, une aiguille à papote, ça me donne le temps de faire des choses, de vous raconter des choses, de lire un petit peu pour vous parler de livres aussi. Donc, je me dis que c'est un rythme qui peut me convenir. À voir et à tester. Hop. Il faut donc enfiler l'aiguille. À voir et à tester. En ce moment, sur... Alors, attendez, il faut que je me montre un peu. Ce qui bouge, c'est pas la caméra, hein, c'est les canapés. En ce moment, sur YouTube, il y a plein de choses. Hein. Il y a des vlogmas, évidemment. Et il y a des vlogmas et des vlogmas. Alors, des vlogmas lecture, des vlogmas vie quotidienne. Alors, tenez, je vous montre comment je démarre un fil sur l'avant. Hop, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rentré mon aiguille par-dessus, là. Là, je vais faire des points comme ça. Donc, en diagonale, 3 points plus loin, je rentre mon aiguille, je laisse quelque chose qui dépasse. Hop. Et donc, derrière, mon fil, en fait, il est en diagonale, comme ça. Donc, je vais faire mes points. Et quand je vais revenir, le fil derrière en diagonale, il va être pris sous les points. Lynn, elle l'explique bien ça. Hein. C'est elle qui... C'est sur sa chaîne que j'ai pris cette technique. Oui, un métier à broder, ça se tourne moins bien qu'un tambour, hein, forcément. Voilà. Et donc, quand j'arrive là, le petit zigouigoui que j'ai laissé dépasser pour ne pas perdre le fil, je le coupe à ras. Voilà. Et en passant mon aiguille, voilà, ça va rentrer le dernier petit bout. Voilà. Parfait. Pour une fois, c'est marché. Là, j'ai mon bout qui reste. Ok. Alors, oui, alors je vous disais, il y a plein de vlogs à regarder. Enfin bon, il y a des vidéos. C'est vrai que je suivais, enfin, j'allais plus trop sur YouTube ou des choses comme ça, mais là, je m'y suis remis un petit peu. Il y a plein de nouvelles chaînes. Alors, nouvelles qui datent d'il y a déjà quelques mois, hein, mais vous savez, moi, j'ai toujours un train de retard. Hein, mais donc, je découvre plein de choses. Et donc, une chaîne qui n'est pas nouvelle, que je suis depuis un petit moment. Alors,
en fait, je commente pas beaucoup. Vilaine que je suis. Je commande pas beaucoup parce que en fait, maintenant quand je brode, je suis dans mon canapé et le vlog il est sur la télé et sur la télé en fait je me connecte pas avec mon compte YouTube. Donc en fait il faudrait que j'aille sur mon téléphone, que j'aille sur le truc de la vidéo et que je commente. Et j'ai la flemme. Et c'est pas bien. Et je suis voilà. C'est pas sympa. C'est pas sympa parce que voilà. Donc tout ça pour dire que alors c'est comment son prénom? C'est peut-être Christelle. Enfin Kiki la petite brodeuse en tout cas. Fait des floss masses en ce moment, donc une vidéo par jour où elle s'intéresse à différents créateurs de points de croix en points comptés. Donc d'après ce que je comprends, elle a fait des sondages pour que les gens qui visionnent ces vidéos lui proposent des créateurs qu'ils connaissaient et qu'ils avaient à cœur de faire découvrir. Donc c'est des créateurs qu'elle ne connaissait peut-être pas forcément d'avant. Et donc, elle nous présente ses créateurs et puis elle nous présente les boutiques en ligne. Donc, je trouve ça sympa parce qu'on découvre plusieurs créateurs que potentiellement, moi, il y en a un ou deux que je ne connaissais pas. Elle essaye de présenter un échantillonnage de tout l'univers du créateur, qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Et voilà. Et donc, Kiki, si tu passes par là, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu passes par là, bah, écoute, merci parce que c'est... Bon, merci et pas merci, parce qu'à un moment donné, voilà, je vais avoir quelques craquages, moi, hein, parce qu'il y a quand même quelques pépites. Hein. Jennifer Lantini, Couleur d'étoile, ouais, tralala, voilà. Donc, si vous voulez aller voir, mais ouais, je trouve ça. Alors moi, je la suis, Kiki. Elle avait fait les broderies, les broderies quand elle brodait le dimanche sur le petit renard là, Doll Forest, je crois. Ça, c'était sympa. C'était sympa. Alors, j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout fait, mais voilà quoi. C'était sympathique. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'il y a plein de choses et que le temps passe à une vitesse phénoménale et on est toujours à découvrir des nouveautés. Donc là, j'ai repris le chemin de la carte bleue. Oui, la carte bleue a retrouvé son chemin. C'est bizarre, ça rouille pas cette histoire-là. J'ai essayé de planter des sous dans un pot, ça pousse pas, mais les cartes bleues, ça rouille pas. Et j'ai commencé par passer par le site de Sonia, d'aimant d'elfes et de fées. Et alors là, ah là 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 là. Bon, je les avais vus hein, sur les chaînes de Julia, de Laurent, de Sophie, etc. Mais je m'étais bien dit que si j'allais sur son site, eh bien évidemment, j'allais craquer. Donc, j'ai craqué. J'ai passé une commande dimanche soir. Ah tiens, je vous ai même pas dit quel jour on était. On est mardi 10 décembre. Et il est, je sais pas quelle heure. On est le matin, je crois. Oui, on est le matin, fin de matinée. Mais là, mon ventre s'est mis à gargouiller tout à l'heure, donc peut-être qu'il est passé midi. Peut-être. Mais peu importe.
Aujourd'hui, je suis toute seule, pardon. Monsieur est parti travailler, il n'est pas en télétravail aujourd'hui. J'ai la maison pour moi. Et voilà, j'ai dit, hop, j'avais une furieuse envie d'aiguille à papote. Donc oui, donc j'ai craqué pour quelques aimants de Sonia. Quelques. Ah oui, mais évidemment, après j'ai dit, tiens, j'ai cette broderie, oh, ça ira bien ça avec ça, oh, ça irait bien. Voilà. Ah, là, 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 là. C'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible. Non, c'est pas terrible en fait. Et j'ai aussi, je me suis commandé un tambour sous cuisse aussi. Parce que toutes les broderies ne sont pas, je peux pas te mettre toutes les broderies sur ce métier à broder. Et ce métier à broder, bon, enfin, voilà, à transporter, c'est un peu plus encombrant qu'un tambour sous cuisse quand même. Donc je brode encore beaucoup au tambour, mais le fait de ne pas avoir à tenir le tambour pour les douleurs articulaires dans les mains, ben, ça sauve un peu la vie. Et le fait de... Je m'habitue bien quand même à une main au-dessus, une main en dessous. Ça, c'est sûr que... Donc voilà. Et puis, ben, je commence à me faire un petit panier garni sur Etsy, sur de mère en fille. Voilà, voilà, voilà. Sur les boutiques que nous a présentées... Alors, attendez. Ah oui, non, ça ne va pas passer. Sur les boutiques que nous a présentées... que nous présente Kiki. Donc voilà. Je vais me faire du plaisir... je vais me faire du... Voilà, je vais me faire plaisir à moi. Je vais me faire des cadeaux à moi. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est... Parce que là, je suis arrivée à la fin de ma zone... Je ne peux pas tourner le métier sans mettre un coup dans la caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper et je vais arrêter mon fil sur l'arrière. Alors, sur l'arrière, c'est comme un tambour, en fait, hein. Je le tourne et je glisse mon fil sous les points, en fait. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je fais stop 5 minutes et je vous reprends. À tout de suite. Voilà. Alors, me voilà revenue. Donc là, je vais commencer le bonnet du lutin ou du gnome, comme vous voulez. Hop. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, ah oui, j'en étais à... bah oui. Pas ma folie dépensière, mais mes envies, voilà. Et encore une fois, hein, comme je vous disais la dernière fois, je me suis pas restreint hein, pendant ces derniers mois, mais c'est que, je sais pas, j'avais pas l'élan, j'avais pas le... Donc, ma foi, j'ai pas cherché à trop comprendre, hein, mais... j'ai pas cherché à trop comprendre. Là, dimanche, j'ai commencé un nouveau projet. Un de ceux que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo. C'était chouette. C'est très, très émotionnel, hein, ce genre de... C'était chouette. J'ai beaucoup de plaisir à le broder. Alors, la toile est peut-être pas idéale, mais il y avait comme une urgence. J'avais les fils, j'avais de la toile. Il y avait comme une urgence à commencer quelque chose. Voilà. Ça pouvait pas attendre. Comme une envie de faire pipi.
Voilà. Et puis voilà quoi. C'est très très agréable. Très très agréable. Bon, allez, si on parlait un petit peu lecture. Alors, vous voyez sous la caméra, les livres, ils passent pas là, je suis trop près. C'est pour ça que je voulais vous les mettre en début. Donc, je les ai à côté de moi quand même. Je commence par quoi? Allez, par le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Alors, Marie Vareille, je l'ai découverte cet été avec un autre livre qui s'appelle Désenchanté, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est de la littérature contemporaine. Hein. Et là, et il me semble que Marie Vareille, si je dis pas de bêtises, hein, avant d'écrire et d'en faire son métier, il me semble qu'elle avait une chaîne YouTube. Je sais pas si c'était pas Marie lit en pyjama. J'avais vu des vidéos. Bon, bref. J'avais beaucoup aimé. Et là, donc, j'ai lu Le syndrome du spaghetti, donc, qui est à la base un roman jeunesse, young adulte. Mais ma foi, qui soulève quand même des thèmes importants. Donc certes, ça se passe avec les protagonistes principaux sont des adolescents. Certes, il y a une petite romance en dessous, mais c'est pas le sujet principal. Et je pense que elle a su amener les choses de façon délicate, ce qui fait que c'est accessible aux adolescents. Bon, je dirais à partir de 15 ans peut-être, 14-15 ans, je sais pas, hein, moi j'ai pas d'enfants, je sais que ils sont précoces maintenant, mais je sais pas. Après ça dépend un petit peu de la sensibilité un petit peu de chacun. Alors là vous voyez, je sens que derrière il y a un problème. Je sens qu'il y a un nœud, voilà. Alors c'est vrai, hein, ce que disait Sophie sur les fils DMC, ils font des nœuds. Hein. Le fait de mettre une main au-dessus, une main en dessous, ça tasse quand même un petit peu le problème parce que du coup, on peut accompagner le fil et éviter que ça fasse des nœuds, mais quand même. Hein. Je le vois, moi. Je le vois à la tête qu'à la croix. Et puis, je sais pas, j'ai comme... Vous voyez, là, mon point, là, j'aime pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà ça, là. Hop là. Donc, alors, on y retourne. Le syndrome du spaghetti, c'est quoi? C'est l'histoire de Léa. Léa, elle a 16 ans, elle vit en banlieue parisienne, à proximité de l'aéroport d'Orly, dans une petite ville. Elle a une vie, on va dire, tranquille. Elle est plutôt dans les quartiers favorisés. Et elle a une passion. Et sa vie tourne autour. Sa passion, c'est le basket. Elle est joueuse de basket. Elle faisait partie de l'équipe féminine, mais au vu de ses performances, elle s'entraîne maintenant avec l'équipe masculine. Une équipe qui est drivée par son papa, qui est coach de basket. Léa, elle n'envisage pas autre chose que le basket. Elle a une sœur avec qui elle partage peu de choses. Je crois comme elle dit quoi?
Elle dit elle aime la lecture, le maquillage et les fringues, et moi j'aime tout sauf la lecture, le maquillage et les fringues. Donc voilà. Donc elle partage peu de choses avec sa sœur. Elle a une meilleure amie qui, elle, est issue plus d'un milieu un peu plus défavorisé. Et puis, elle a son meilleur ami qui fait partie de l'équipe de basket, dont elle est secrètement amoureuse depuis des années. Elle croit que ça se voit pas, mais tout le monde le sait. Enfin bon, bref, voilà. Et puis un jour, en revenant de chez sa meilleure amie, elle s'arrête au bord d'un terrain de basket et elle voit jouer des garçons en équipe réduite qui font un 2 contre 2, un truc comme ça. Elle s'arrête et puis elle se permet d'intervenir sur voilà, et les garçons, au lieu de la repousser ou de se moquer d'elle, l'invitent à jouer avec eux, et c'est comme ça qu'elle rencontre Anthony. Anthony, c'est quelqu'un qui n'est pas épargné par la vie, c'est quelqu'un qui a des responsabilités qui sont un peu trop élevées pour son âge, et voilà. Et donc ils font un match, enfin quelques passes comme ça, quelques balles. Et en fait, ils sont pas amenés à se recroiser. Elle repart en disant, voilà, elle le reverra jamais, elle passait dans ce quartier par hasard, enfin, je veux dire, voilà, elle le reverra jamais, etc. Point barre. Et puis, il y a un événement qui va tout bouleverser. Et c'est là où je dis que voilà, on parle quand même, alors, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre, mais on parle de deuil. On parle de deuil, hein. Et de deuil à plusieurs niveaux. Et là, le monde de Léa va se retourner. Vraiment. Et donc, c'est cette histoire-là. Et c'est sublimement écrit. Enfin, la plume est très, très fluide. Ça coule tout seul. Il y a des expressions jeunes, etc. Et c'est très, très, très bien écrit. En même temps, c'est poignant. Il y a quelques scènes poignantes. Voilà, c'est un... Et donc, comme d'habitude, hein, j'ai l'impression de vous en parler de façon pourrie, mais tant pis. Et donc, c'est Anthony qui va l'aider à traverser cette période de deuil. Malgré lui, parce qu'au départ, il n'est pas au courant. Et malgré lui, il va l'aider à traverser ça. Le livre est construit par... c'est des parties. Et les parties ont pour titre premier quart-temps, donc rapport avec le basket. Et premier quart-temps, choc. Deuxième quart-temps, déni. Donc un lien entre le basket et les phases du deuil. Voilà. Et donc elle va recroiser la route d'Anthony, et il va l'aider à traverser ça sans être au courant. Bien évidemment, il y a une romance qui va s'installer entre les deux, mais encore une fois, c'est très bien fait. Ah non, c'était chouette.
C'était chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça peut intéresser pour les adolescents, c'est sympa comme lecture. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, de quoi est-ce que je vous parle? Tata de Valérie Perrin. Alors, Tata de Valérie Perrin, en fait, j'ai pas suivi le battage médiatique qui a été fait autour de cette sortie-là, de même que j'ai pas suivi, enfin, je suis pas trop, moi, voilà, je suis jamais au courant de rien, moi, je sais pas comment je me débrouille. Toujours est-il que Tata, quand je l'ai vu sortir, enfin, pour moi, il n'y avait pas de question à se poser. C'est Valérie Perrin. Voilà, j'ai même pas lu la 4e de couverture. Hein. Valérie Perrin, moi, je la suis depuis le début. Je l'ai suivie. Je la suis en plus. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Des bêtises ou pas? Je la suis depuis le début. J'ai tout aimé. Entre Les Oubliés du Dimanche, Changer l'eau des fleurs, 3. Et là, Tata, ça a été... Waouh! Ah, je trouve qu'elle monte en puissance. C'est un truc de fou, quoi. Alors, Tata... donc, c'est l'histoire de... Donc, dans Tata, on suit donc Agnès Duguin, je crois, son nom. Enfin, bref, elle est scénariste pour le cinéma. Et un jour, on l'appelle et on lui dit... alors, elle est fraîchement divorcée. Elle n'a pas du tout accepté le divorce. Elle a une fille qui est adolescente, peut-être jeune adulte, peut-être. Anna doit avoir 17-18 ans. Son ex-mari vient de se remettre en couple avec une jeune actrice. Ça passe très moyennement. Et un jour, on lui téléphone en lui disant voilà, votre tante, Colette Septembre, a été retrouvée morte chez elle. Voilà. Et là, elle dit ah oui, mais alors là, il y a un problème parce que ma tante, Colette Septembre, je l'ai déjà enterrée il y a 3 ans ou 2 ans. Enfin, ah, vous êtes sûr que c'est elle? Oui, etc. Donc en fait, donc la personne qui est morte ce coup-ci, c'est bien Colette Septembre. Elle est bien reconnue, identifiée, etc. Le problème, c'est quelle était la dame qui a été enterrée il y a 3 ans sous le nom de Colette Septembre. À ce moment-là, Agnès était aux États-Unis. Elle ne s'était pas déplacée pour les obsèques. Mais là, donc là, elle est obligée de se déplacer et en fait, elle revient sur son lieu de vacances quand elle était petite. Et elle passait ses vacances chez sa tante, qui était la sœur de son papa. Agnès, au moment où le roman commence, elle est orpheline. Hein. Elle a perdu ses 2 parents. Et donc, quand elle était petite, elle venait en vacances donc chez sa tante à Guignon. Et sa tante, c'était ce qu'on appelle une taiseuse. C'est-à-dire que sa tante, elle racontait rien. Elle avait l'impression qu'il se passait rien, qu'elle n'avait pas d'histoire, qu'elle avait rien à dire. Sa tante, elle tenait une maroquinerie à Guignon et elle
elle était passionnée par le foot, par le Guignon FC. Voilà. C'est tout, au début de l'histoire, c'est tout ce qu'Agnès sait de sa tante. Et pourtant, elle a passé l'entièreté de ses vacances là-bas, chez elle. Alors évidemment, elle s'est fait des amis de vacances. Elle avait toute une petite bande qu'elle va retrouver quand elle va venir essayer de tirer cette affaire au clair. Mais voilà quoi. Et donc, elle s'aperçoit que elle ne savait rien de sa tante. Et sa tante a laissé des cassettes enregistrées. Parce que même si elle ne disait rien, elle n'en pensait pas moins. Et au fur et à mesure du livre, on va découvrir toute cette vie cachée. Alors pas cachée, comment dirais-je, c'est pas une vie, c'est une vie dissimulée, mais c'est surtout une vie secrète de quelqu'un d'une personne effacée, mais qui toutes les gens, je crois que sur le bandeau de l'éditeur, il y avait ça. Tous les gens ont une histoire. Tous les gens ont une histoire. C'était, oh là là, ça fait un peu, c'est un gros pavé, hein, mais ça se lit tout seul. Hein. Ça fait un petit peu plus de 600 pages. Et donc Agnès va en apprendre sur sa tante, mais aussi sur son histoire personnelle, sur ses origines, sur ses et au fur et à mesure, elle va passer un cap. Parce que là, elle est un peu bloquée. Hein. Elle est un peu bloquée. Elle n'écrit plus de scénario. Elle est bloquée depuis son divorce. Elle est un peu bloquée. Donc tout ça, toutes ces recherches pour découvrir qui était Colette, ce qu'elle a vécu, qui était cette dame qui est morte il y a 3 ans. Hein. Qui c'était cette dame? Voilà. Ah, c'était fabuleux. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ma grand-mère, la mère de ma maman, qui était une de ces femmes secrètes, qui a certainement vécu beaucoup plus de choses qu'elle n'en a raconté. Il y avait des silences, parfois, qui en disaient long. Et j'étais pas assez avancée dans la vie pour lui poser des questions. Et je savais qu'il y avait voilà, c'est un de mes plus grands regrets, ça. On s'entendait pas. Alors, on s'entendait pas. Je pense qu'à fait, il y avait un certain nombre de silences qui voulaient dire beaucoup de choses. Et je regrette de ne pas avoir pris le temps d'explorer ces silences. Enfin, pas de la faire parler, hein, mais voilà. Donc, c'est un... Je regrette beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est... Après, on voit la fin venir. Moi, j'ai compris 2-3 trucs au fur et à mesure, hein, mais non, c'est une histoire de famille, c'est super joli. Et puis, et puis une fois que je l'ai lu, j'ai vu Valérie Perrin qui est passée dans la grande librairie avec Augustin Trapenard. J'aime bien regarder après avoir lu le bouquin, moi. J'aime bien. Et alors, elle est d'une douceur et d'une gentillesse. C'est la compagne de Claude Lelouch, hein, Valérie Perrin.
Elle est d'une douceur et d'une gentillesse, cette femme. Ah, ça va complètement avec ce qu'elle écrit. Hein. Ça va complètement avec ce qu'elle écrit. Ensuite, je vous parle de Tenir debout, de Melissa d'Acosta. Alors, Tenir debout, c'est pareil, hein, les gens ont dû en parler vachement avant qu'ils sortent. Moi, j'en ai pas entendu parler, pas encore où est-ce que j'étais. Mais toujours est-il que Tenir debout, donc déjà c'est Melissa d'Acosta, et Tenir debout, rien que le titre, je suis tombée dessus par hasard, à un moment donné où je ne savais plus trop bien si je tenais debout, moi. Psychologiquement parlant, hein. Je savais plus trop bien si je tenais debout. Donc, comment vous dire que ce livre m'a appelée? Donc après, c'est Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta, moi, je l'ai découverte avec son premier roman, Tout le bleu du ciel. Oui, c'est Tout le bleu du ciel. Hein. Oui, c'est ça. Là que j'avais... Alors là, la claque, hein, monumentale. Après, j'avais lu Les Lendemains, mais j'avais un peu moins... Je m'étais précipitée dessus. Et voilà, un peu moins. Et puis, j'avais pas continué sur Melissa d'Acosta. Et là, je sais pas, le truc qui m'appelle. Et voilà, j'y vais, je le prends. Et j'étais en train de terminer Tata, je crois. Et après, je me suis dit, c'est sûr, c'est ma prochaine lecture. Alors... Donc, François est un acteur de théâtre d'une petite quarantaine d'années, qui brille par son talent. Et Éléonore est une jeune femme d'un peu plus de 20 ans, qui est ouvreuse dans le théâtre, qui poursuit des études de, j'aurais dit cinéma, ou régisseuse de théâtre, enfin je ne sais plus, et qui est ouvreuse dans le théâtre où François joue. Ils se rencontrent un jour, elle est fascinée par le personnage, il est envoûté par sa fraîcheur. Ça, c'est avant le roman. Hein. Il est envoûté par sa fraîcheur. Bref, il tombe amoureux. Différence d'âge. Patati patata. Il tombe amoureux. Il décide de vivre leur amour. Lui, il est marié. Il est séparé au moment où ils se rencontrent. Il est séparé, il me semble. Bref, le roman commence. Leur amour bat son plein et ils décident d'emménager ensemble. Voilà. Donc, on en est là. Et un jour, un jour, François a un accident de scooter. Grave. Et c'est pas vous spoiler de vous dire que sa vie va être bouleversée. Parce que, alors je spoil un peu là, je sais pas mais c'est pas ça l'essentiel.
pour vous dire que François va perdre l'usage de ses jambes. Donc là, tout est remis en question. Mais tout. La vie de François, bien sûr. La vie physique, ce qu'on peut faire, etc. Mais aussi leur histoire. Alors attendez, ça, je vais faire un truc. Mais aussi leur histoire. Que devient leur histoire avec ce profond changement ? Elle a 22 ans, il en a 41. Ils avaient prévu des choses. Elle avait prévu des choses. Matérielles, logistiques, au niveau de... mais aussi au niveau de l'organisation de leur vie, de leur insouciance, Et donc là, qu'est-ce que tout ça, ça devient ? Comment on s'adapte ? Est-ce qu'on décide de rester ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va... Alors, perdre l'usage de ses jambes avec tout ce que ça implique, hein, en termes de vie quotidienne, de vie intime, d'estime de soi, etc. Si on décide de rester, qu'est-ce qu'on fait ? Au début, j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage, parce que lui, bon, clairement, voilà, il est dans les premiers temps. Alors on peut comprendre, hein, enfin on peut comprendre. Voilà. Dans un premier temps, il est odieux. Enfin, c'est voilà. Elle, je la trouve un peu soumise, un peu. Mais au début, elle n'a pas de doute. Au début, elle n'a pas de doute. Elle l'aime, elle va faire ce qu'il faut, elle va. Mais faire ce qu'il faut pour une jeune femme de 22 ans, avec son insouciance, avec ses rêves, avec le fait qu'elle était aimée de François, la figure charismatique, enfin c'est toute une remise en question. Il y a des décisions qui sont prises. Moi, il y a des fois, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Ils vont pas faire ça. Enfin, vraiment, ça m'a. Alors au début, j'étais un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Hein. Je savais pas trop. Je me suis dit, oulala, je sais pas, j'arrivais pas. Et puis après, c'est tellement bien écrit. J'ai fait un nœud encore, ça m'agace. C'est bien écrit, ça finit bien, mais ça met un petit moment pour finir bien. Hein. Ça met un petit moment. Il y a des moments où ça va mal, hein, où ça va vraiment mal. Mais bon, attendez, je vais faire encore une pause parce qu'il faut que je défasse mon nœud. À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai défait mon nœud. Et voilà. Donc, oui, je vous disais quoi ? Oui, donc j'ai vraiment adoré. Il me semble que... Enfin, tout le monde n'a pas aimé. Hein. Il me semble que Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion, semblait bien avoir vu qu'elle n'avait pas surkiffé. Mais moi, vraiment, ça l'a fait. Hein. C'est... en termes de choix de vie, d'épreuves, de rester malgré tout, d'être en miettes et de se reconstruire, de se réinventer aussi.
Parce que voilà, c'est non seulement il faut décider de continuer, mais il faut décider de continuer différemment. Parce que rien ne sera plus jamais pareil. Rien ne sera plus jamais pareil. Et ça, c'était... j'ai trouvé ça très fort. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Et puis, le dernier livre dont je vous parle, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Alors, là, on est dans un tout autre registre. Hein. Jacaranda, c'est un roman qui m'a été prêté par ma voisine. On est un petit groupe de voisins comme ça où on n'est pas forcément, on n'est pas tous les jours les uns chez les autres, loin de là, mais on veille les uns sur les autres. Et ça, je trouve ça précieux. Et donc, lors d'une soirée tartiflette, il me semble, ouais, tartiflette, on en arrive à parler lecture et elle me passe ce livre. Alors, Gaël Faye, je l'avais découvert avec son premier roman Petit Pays, que j'avais beaucoup aimé. Et Jacaranda, Jacaranda, c'était fort. Hein. Alors, donc c'est l'histoire de Milan. Milan, au début de l'histoire, on est en 94. Milan, il a 12 ans. On est en été 94 et Milan, il marche pas très bien à l'école parce qu'il sait pas trop qui il est. Milan, il a un papa français et il a une maman d'origine rwandaise. Mais sa maman, elle parle jamais de son arrivée en France, de sa famille au Rwanda, rien du tout. Jusqu'à ce que, après les événements de 94, d'été 94, donc c'était le génocide des Tutsis par les Hutus. Après ces événements-là, arrive dans la famille un petit garçon du même âge que Milan, qui s'appelle Claude et qui est présenté par la mère de Milan comme son neveu ou un membre de la famille. Ce petit garçon, il est blessé au niveau de la tête, il est mutique, il a une constitution fragile, mais Milan l'accueille à bras ouverts, avec ses silences, en se disant « Ah, mais ça va être comme mon frère, il va rester chez nous, ça va être comme mon frère. » Et puis Milan, il repart. Il repart au Rwanda, brutalement. Milan, qu'est-ce que je dis? Claude, il repart au Rwanda brutalement. Et voilà, donc Milan, on est un peu choqué, peiné. Et, mais il n'a pas plus d'explications que ça parce que sa mère lui en dit pas plus. Et ensuite, on passe en 1998. Et en 1998, la maman de Milan retourne au Rwanda. Elle emmène, au cours de vacances, elle emmène son fils avec elle. Donc, il avait 12 ans, qui a maintenant 16 ans. Et Milan va découvrir sa famille, va découvrir une partie de sa famille. Il va retrouver Claude. Et il va chercher à comprendre son histoire. Et donc, on va suivre Milan tout au long de sa vie.
il va retourner, il va évoluer dans sa vie personnelle en France. Ses parents vont être amenés à se séparer. Il va évoluer dans sa vie personnelle en France et il va retourner régulièrement au Rwanda. Quand il y va pour la première fois en 98, ils sont hébergés par une cousine de sa maman qui vient de donner naissance à une petite fille qui s'appelle Stella. Et au fur et à mesure des années, alors pas tous les ans, mais de façon régulière, Milan va retourner au Rwanda, va grandir en parallèle et avec ces personnes-là, avec Claude, avec Stella. Donc c'est la nouvelle génération qui se met en place, qui cherche des réponses, qui cherche des explications, qui cherche un moyen de vivre et de survivre après les événements et avec les événements, parce que c'est un peuple qui est marqué à vie. Et même les gens qui ne l'ont pas vécu sont marqués. Même les gens qui ne l'ont pas vécu sont marqués. Ça fait partie de leur histoire, même s'ils ne l'ont pas vécu. Ça, c'est un pan qui m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle de la psychogénéalogie. C'est-à-dire que les événements qu'ont vécu les ascendants ont souvent une influence sur la vie des descendants. Et là, cette histoire terrible, qui date pas de 94, hein, le 94 ça a été l'apogée, mais cette persécution des Tutsis par les Hutus qui date de loin, loin. Les enfants et les petits-enfants la portent en eux. Et à un moment donné, il y a une scène qui dit ouais, mais est-ce qu'on est obligé de toujours parler de ça quand on parle de nous, de notre peuple, etc. Oui, mais on peut pas on peut pas oublier, on peut pas ne pas en parler. Mais ça a une espèce c'est une espèce de pesanteur, il faut s'en souvenir, mais aussi il faut apprendre, faut que les descendants apprennent à vivre avec et apprennent à vivre avec les descendants des tortionnaires aussi. Enfin, c'est hyper compliqué, hein. C'est hyper compliqué, hein. Hyper compliqué. Il y a des scènes qui sont... Alors, il y a des scènes qui sont terribles parce que c'est des témoignages, en fait. Des témoignages de femmes. Et wow, quand on lit ça, c'est à la limite du supportable, quoi. Hein. C'est... Donc c'était très... Gaël Faye écrit extrêmement bien. C'est vraiment la recherche des racines, la recherche des origines, la vérité, mais quelle vérité? On sait très bien qu'il n'y a pas une seule vérité. Chacun a sa vérité. La loi du silence, cette volonté de ne pas parler, cette tradition de ne pas parler, c'est en même temps, enfin, je sais pas.
Le traumatisme, bien évidemment. Le traumatisme, bien évidemment. Et enfin, c'était vraiment bien. Après, il y a des passages qui sont très très durs. Hein. Il y a des passages qui sont très très durs. Mais voilà, Milan, Claude, Stella qui grandit, enfin, c'était chouette, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Voilà, voilà. Bon, alors je sais, je pense qu'on... Là, la vidéo va être très très longue, hein, parce que si je calcule bien, ouais, on est à 1h30, je crois, là, hein, de vidéo. Mon homme va encore me dire, mais qu'est-ce que vous pouvez vous raconter en 1h30? Mais 1h30, c'est pas assez long. C'est pas assez long, en fait. Donc, j'ai bien avancé sur mes petits lutins. Je voudrais aujourd'hui finir ça, là. Il me reste donc le remplissage de ce bonnet-là, le remplissage de ce bonnet. Il me reste du point arrière là, à faire pour joindre l'extrémité du bonnet et l'étoile. Et après, je pense que ce modèle-là, je vais le poser. Je vais l'enlever du métier et je vais en mettre un autre. Je vais probablement mettre peut-être... parce que je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles je ne travaille pas, notamment le duo que je fais avec Julia. Alors, c'est pas un modèle de saison, hein, c'est le printemps brodé. C'est pareil de Couoré et boîte Couoré. Je voudrais y retravailler un petit peu quand même. Et puis il faut que j'ai pas mal travaillé sur mon élan de Noël. J'ai pas mal avancé. Il y a ce nouveau projet, mais il faudrait que je retravaille sur aussi Miss Christmas Eve de Mirabilia. Là, m'a fait sapin, faut que je l'avance un petit peu. Donc voilà de nombreuses heures de broderie en perspective. Mais ce n'est que joie. Ce n'est que joie, ce n'est que joie. Voilà. Hop. Alors vous voyez, j'ai pas trop de méthode de remplissage particulier. Je fais des petites zones, après je reviendrai là. Après, mon jeu, bon là j'ai pas trop fait attention parce que j'étais en train de discuter avec vous, mais mon jeu généralement c'est de me dire, tiens, je veux pas avoir à arrêter mon fil. Bon là c'est loupé, sauf à la fin d'une aiguillée bien évidemment, mais je ne veux pas avoir à arrêter mon fil le temps d'avoir fini mon remplissage. Là j'ai mal calculé mon coup, je vais être obligée ici de l'arrêter pour reprendre là, mais voilà, c'est parce que j'étais pas bien, très très bien concentrée. Voilà, et bien écoutez, je pense que bon, je vais avoir oublié des tas de choses encore à vous dire, c'est certain. En même temps, il faut en garder un petit peu pour la prochaine fois, même si la prochaine fois est dans un petit peu de temps. Mais voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Si je m'étais fait un café, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas bu, pardon. J'ai mon estomac qui commence à gros grouter, donc je pense qu'il doit être passé midi, bien comme il faut. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à passer ce petit moment, ce grand moment en ma compagnie. La prochaine vidéo, donc ça devrait être... alors je ne sais pas si je la ferai avant la fin de l'année, avant le 31 décembre ou plutôt début janvier, je ne sais pas, j'ai pas encore d'idée, mais ça sera
ça devrait être un floss tube, réalisation, projet, enfin voilà, réalisation, pile à broder, achat, et ça, achat, il y en aura. Peut-être que je filmerai au fur et à mesure, je sais pas, enfin je vais voir. Et voilà. Et voilà, voilà. C'est difficile, hein, c'est toujours difficile de conclure. Mais en même temps, c'est ma caméra qui va m'arrêter là. Parce que là, l'autonomie, j'ai plus que 15 minutes, je crois. À peine. À peine 15 minutes. Même pas. Donc voilà. Bon, écoutez, il faut à un moment donné s'arrêter. Hein. Allez, je vais au bout de cette rangée pour m'arrêter. Alors, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait ton fil là? Il fait rien. Il fait rien. Il attend. Non, c'était pour pas avoir. Ah, ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve. C'était pas pour pas avoir à tourner le métier pour le terminer. Mais en fait, ce fil-là, il est en attente. Je vais le décrocher et je vais le rentrer dessous, tout simplement. Voilà. C'était pour pas avoir à tourner le métier pendant que j'étais en train de filmer. Hop. Si on se débrouille bien comme ça, je le mets de côté. Et puis après, quand j'ai fini mon aiguillé, eh ben, je vais tourner et puis je vais le rentrer où il doit être, bien rangé, au chaud. Voilà, donc je disais donc que je finissais ma rangée. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, si vous êtes encore vivant, si vous avez encore les oreilles qui sont fonctionnelles après m'avoir écouté bavasser pendant, je pense, plus d'une heure et demie, c'est sûr, je pense. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. Et je vous dis à tout bientôt.